vous sortez ou vous entrez ou vous restez, mais voilà, merci. On va discuter de ce film avec Nicolas Boukrieff. Juste un petit rappel, hein, c'est donc un film que Fleischer tourne en 1968. C'est l'adaptation d'un livre, en fait, ce que les Américains appellent un non-narrative fiction, qui est un récit sur ce fait divers, donc. Ce qui est amusant, alors tous les personnages, enfin les personnages ont réellement existé, enfin sont les personnages du drame, c'est pas une transposition, même s'il y a eu quelques modifications par rapport à ce qui s'est réellement passé. Globalement, le film est très proche du livre qui lui-même a voulu coller à la réalité. Par exemple, le personnage d'Henry Fonda, qui est bottom line, l'adjoint au district attorney, ou à l'attorney général, et celui joué par George Kennedy, qui est le policier Di Natale, en fait, ils sont au générique, ils sont crédités au générique comme consultants. Donc on les voit, enfin les vrais. Alors, le producteur a quand même raconté qu'il avait eu du mal à avoir la collaboration de la police de Boston. Le film est tourné à Boston, qui est une ville, vous avez vu, très très particulière. Le chef opérateur, enfin le directeur de la photographie avait dit que c'est une ville formidablement cinématographique, mais la police n'a pas trop souhaité coopérer avec la production. Par exemple, vous ne voyez pas de voiture de police de Boston, parce qu'elle n'a pas voulu en fournir. Il n'y a pas de scène tournée dans un commissariat ou dans le bureau, le vrai bureau du district attorney. Il a été, paraît-il, demandé aux policiers de Boston de ne pas accepter de faire de la figuration dans le film. Ça arrive parfois quand une équipe hollywoodienne arrive dans un endroit pour faire un film policier, pour tourner un film policier ou tourner un film qui se passe dans le milieu de la police. Souvent, dans la figuration, il y a des vrais policiers. Voilà. Et là, les policiers de Boston auraient eu l'interdiction de participer, même en faisant la figuration, au film. Alors, on peut se demander pourquoi. Sans doute parce que d'une certaine façon, le fait que ces crimes aient duré pendant 2 ans, c'est aussi une manière de dire que la police a été particulièrement inopérante, qu'elle a tâtonné pendant 2 ans. Et en fait, et vous avez vu dans le film, l'assassin c'est par hasard en fait qu'on le trouve. Hein. C'est pas du tout à la suite d'une enquête et d'une suite de déductions comme ça. C'est vraiment par hasard. D'abord, on l'arrête pas du tout parce qu'il a étranglé des femmes. Et puis il y a cette séquence incroyable de l'ascenseur où juste parce que le district attorney et le policier prennent le même ascenseur que ce type qui a été arrêté pour effraction et qui a l'air un peu malade, c'est là que tout d'un coup il se passe quelque chose, ils disent mais c'est peut-être lui. Donc le hasard dans le film de Fleischer, c'est intéressant, et surtout dans le cinéma de cette époque-là, mais on pourra en reparler. Juste un mot, ce qu'on sait, c'est que, en fait, si Fleischer fait le film, c'est qu'il est très copain avec Richard Zanuck, le fils de Daryl Zanuck, et Daryl Zanuck, lui, est devenu un producteur indépendant, même si ses films continuent d'être distribués par la Fox, mais Richard Zanuck, son fils, travaille à la 20th Century Fox, et il est très très ami avec Fleischer. Et donc il a tenu à ce que ce soit Richard Fleischer qui réalise le film, comme ça intéressait beaucoup Fleischer, tout ça collait très très bien. Je pense qu'il était reconnaissant à Fleischer d'avoir réussi à mener à bout le film précédent, qui était l'extravagant Dr. Dolittle, qui a été un film très très compliqué à tourner, très très cher, et qui a été une catastrophe industrielle à la fin. Donc Fleischer s'est acquitté de sa tâche sans rechigner. Bon, c'est vrai que L'étrangleur de Boston est un film beaucoup plus proche de ce qu'on pense être son univers. Alors, dans une interview, William Friedkin aurait dit qu'en fait, c'est lui qui, à l'époque, voulait réaliser le film, et il est allé voir les producteurs, il voulait réaliser l'adaptation de ce récit, enfin de ce livre, et qui est transposition du fait divers, enfin qui décrit le fait divers, et la Fox a préféré un cinéaste plus aguerri, qui était aussi un copain de Richard Zanuck, plutôt qu'un jeune cinéaste comme Friedkin. Mais c'est intéressant de penser que déjà tout petit, William Friedkin était intéressé par une histoire de tueur en série, lui qui va faire Cruising, ça sera 12 ans plus tard. On voit bien ce qui pouvait l'intéresser dans le film. Alors on en a vu beaucoup, enfin le cinéma américain a produit beaucoup de films qui mettent en vedette des tueurs en série, c'est même une réalité du crime aux États-Unis, et peut-être même une espèce d'excroissance monstrueuse de la société américaine, et pourtant ce film ne ressemble pas
à ceux qu'on a l'habitude de voir. Enfin, voilà, voilà. Je pense que tu es d'accord avec ça, mais... Non, mais c'est bien lancé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'accueil en France, c'est très intéressant parce que le film est sorti dans une sorte d'indifférence, finalement. Quand on lit toute la revue de presse de l'époque, le film est assez méprisé, il s'est pas mal éreinté. Par la presse aussi bien de gauche que de droite, parce qu'à l'époque c'était quand même très idéologique, donc aussi bien dans l'Humanité que dans Minute, le film se fait massacrer, pour complaisance, alors soit parce que l'apologie de la police qui fait son travail, machin, etc., on s'occupe de l'épisode policière, soit parce qu'il y a trop de pathétique à la fin sur le tueur et n'est pas montré comme une bête, donc chacun trouve une raison de massacrer le film, et le film ne marque pas son temps. Bon, il faut dire qu'il sort en 68, c'est quand même une année... 2001, Théorème, d'une fois dans l'Ouest, enfin c'est des années dorées, hein, 67, 69, donc il sort au milieu de beaucoup de chefs-d'œuvre, et comme Fleischer n'a pas la réputation, n'a pas son étiquette d'auteur, puisqu'il n'y a pas de revue qui lui ont donné, comme c'était le cas pour d'autres, le film sort un peu dans l'indifférence générale, et en fait je crois que là où il marque en France, c'est quand je l'ai découvert d'ailleurs, c'est quand il passe au dossier de l'écran en 75 ou 76, une anecdote étonnante, c'est que le film devait passer. Bon, les dossiers d'écran, c'était une émission pour ceux qui n'étaient pas de cette génération, où il y avait un film et puis un débat. Un débat de société. Débat de société sur faut-il enfermer les fous, ce genre de choses, avec toujours un thème musical très grave. Il passait pas mal de films assez violents, l'air de rien. C'était des films assez... Enfin, il se servait de cette émission pour passer des films de société assez durs. Et le film, à l'époque... Le maire d'une petite ville, je ne pourrais plus vous dire laquelle, qui était située dans une région où frappait un tueur en série en France, avait demandé l'interdiction du film, de la diffusion du film. C'était remonté jusqu'au ministre, et le ministre avait fini par dire on décale d'1 heure la diffusion. Donc ça avait créé ce qu'on dirait un buzz aujourd'hui sur le film énorme, et donc toute une jeune génération, je faisais partie, a découvert le film à ce moment-là, et ça a été un choc énorme. Et après une surprise de découvrir, puisque dans la foulée, après on a découvert Soleil Vert, avec Terreur aveugle, les autres Fleischer, et cet étonnement permanent de jeunes cinéphiles de voir que Fleischer n'était pas reconnu comme on pensait qu'il devait l'être dans les revues de cinéma ou par la presse française. Donc, oui, c'est-à-dire qu'à l'époque où il fait des films, il est même plutôt méprisé. On en avait parlé, je ne sais pas si vous étiez là au moment des flics ne dorment pas la nuit, qui est le film qu'il fait un peu plus tard en 71-72. Et au même moment, enfin je me souviens avoir vu dans une revue la critique d'un film pas du tout réalisé par lui, mais qui sortait au même moment que les flics ne dorment pas la nuit, et ce critique disait, pour dire à quel point le scénario était mauvais, il écrivait un scénario digne d'un film de Richard Fleischer. C'est dire à quel point il n'avait non seulement pas d'image, mais en plus, quand il en avait une, elle était plutôt celle d'un tâcheron, d'un type qui filme des mauvais scénarios et qui les filme mal. Alors, quand on voit le film, surtout Les Trembleurs de Boston, on est un peu surpris de cette attitude-là. Alors, le rejet n'a pas été unanime. Il y a eu quand même des critiques qui ont aimé le film, notamment il y a eu une critique positif de très longue de Benayoun, Robert Benayoun, qui aime beaucoup le film, enfin qui fait toute une, qui développe toute une réflexion autour de la culpabilité, etc. Alors assez étonnamment, il n'aime pas du tout le procédé des écrans multiples. Et il dit ça sert à rien, ça gâche le film, c'est aussi mauvais que l'affaire Thomas Crown, qui est un film à peu près contemporain de Norman Jewison, où le procédé est également utilisé de manière beaucoup plus frivole, mais en tout cas voilà, et ça c'est d'ailleurs étonnant, le procédé des écrans multiples a intéressé très très peu de critiques à l'époque, il y en a très peu qui en parlent. Et encore quand ils en parlent, c'est pour dire ça sert à rien. Donc on refuse de voir, il y a un refus de voir ce qu'apporte Fleischer finalement au cinéma hollywoodien, c'est cette volonté d'expérimentation qu'il y a dans tous ses films, hein, ça commence avec ses premiers films noirs à la RKO, etc. Et ça c'est un truc qui ne va pas être vu. Et alors moi j'avais une idée comme ça m'est sorti comme ça. En fait, ce qui a desservi Fleischer, c'est qu'il a aussi fait des mauvais films. C'est qu'on n'arrive pas à trouver une unité dans sa filmographie, et donc on a des réflexes, et notamment en France, la cinéma française, sont très marqués par l'idée de l'auteur, de l'artiste, etc. Et donc ça colle pas, il rentre pas dans ce schéma-là. Bon, le fait que vous soyez nombreux aujourd'hui pour voir ce film, et je pense qu'il vous a plu, montre qu'on change de période, là, on change d'époque par rapport à ce qu'on peut penser de Richard Fleischer, quoi.
Ce qui est fascinant quand on le voit aujourd'hui, le film, je trouve, c'est qu'il apparaît comme complètement expérimental au sein des studios. C'est-à-dire qu'il n'est pas si loin de Théorème, dont je parlais tout à l'heure, ou de 2001, pour la fin toute blanche, cette idée de rentrer dans la tête du personnage. C'est quand même de faire apparaître le tueur à la moitié du film. Il y a un nombre de partis pris dans ce film qui sont totalement inhabituels pour les films de studio, qui fait que le film s'inscrit complètement dans son époque. C'est assez fascinant. Et là, après, cette histoire de fragmentation de l'image, ça reste d'une modernité et c'est tellement intelligent. C'est-à-dire que ça commence par un écran de télé, donc finalement d'aujourd'hui, on se dit mais Fleischer avait compris que la télé allait fragmenter le réel à ce point. C'est fou. Quand ils interviewent le gars en direct, on croirait voir aujourd'hui les faits divers avec BFM, avec les gens qui interviewent les gens sur place. Donc déjà cette fragmentation du réel créée par la télévision, par le poste de télévision, qui fait qu'on peut parler des gens qui reviennent de l'espace et au même moment il y a un type qui va tuer de façon sordide une vieille dame. Ce rapport entre le grand tout, j'ai envie de dire, de l'histoire avec la mort de Kennedy et de ce fait divers sordide, cette gestion du hors-champ est fascinante. Et ce qui est, vous l'avez tous remarqué évidemment, mais c'est-à-dire qu'il fragmente l'image, mais dans les cadres sont fragmentés en permanence. Il y a très peu de personnages centraux au niveau des cadres. Quand ça apparaît, c'est parce qu'il y a c'est comme une borne, la victime qui s'est fait étrangler quand elle va parler. Il y a voilà. Mais sinon, en permanence, il y a des portes, des couloirs vides. Il y a des parties pris de cadres qui sont des cadres quasi expérimentaux, et qui ne sont pas du tout conventionnels. Donc, et s'il n'avait pas fragmenté cette image, je ne pense pas qu'on pourrait rentrer dans la tête du tueur, enfin de l'étrangleur à la fin comme ça. Il fragmente d'abord l'univers du film avant de fragmenter sa psyché. Et c'est ce qui fait le lien. Si on avait eu un film beaucoup plus conventionnel, je ne crois pas que les plans subliminaux qui apparaissent à la fin, qui ont d'ailleurs beaucoup marqué Friedkin, qui dit que c'est de là qu'il a eu l'idée de prendre des plans subliminaux pour l'Exorciste, et Grosing plus tard, je veux dire que ça marcherait moins. Donc cette fragmentation, c'est un Mondrian ce film, je veux dire, il y a une fragmentation du réel permanente qui fait qu'on est nous-mêmes tellement, j'ai envie de dire, schizophrènes quand on le regarde, qui fait qu'à la fin, on rentre dans la tête du tueur, et quand il y a ce jeu que je trouve d'une modernité, d'une forme de perversité assez folle, qui est qu'on voit le début d'un meurtre, quand il déchire la robe de la fille, ou il déchire l'écran de nouveau, de façon beaucoup plus brutale, et à la fin, et c'est ce que moi, quand j'avais 13 ans, m'a marqué, j'ai trouvé ça d'une violence extrême, et je continue à trouver ça d'une violence extrême, c'est le long plan séquence où Tony Curtis, enfin l'étrangleur, rejoue la suite du crime qu'on a vu. On devient tueur, parce que nous, forcément, on a les références graphiques, donc on imagine la suite du meurtre. Donc on devient nous-mêmes tueurs, alors que le plan, il y a juste le gros plan d'un acteur. Je trouve que c'est d'une puissance cinématographique et d'une intelligence et d'une prise de risque monumentale. Alors d'un acteur qui a tout fait pour avoir le rôle, et les studios, enfin la Fox, n'était pas du tout convaincus par le fait qu'il fallait faire jouer le rôle du tueur par Tony Curtis, qui était un acteur léger, de comédie, etc. Et donc il s'est grimé, il s'est mis un faux nez, etc. pour convaincre les producteurs et les studios de l'embaucher. Alors c'est marrant parce que tu citais Mondrian, et Mondrian c'est une référence de Fleischer réelle, mais alors pas pour ce film, bien plus tôt, bien avant, pour Duel dans la boue, le western, il a dit j'ai pensé à Mondrian en faisant le film. Alors, et donc ça prouve bien aussi les obsessions expérimentales et le goût presque vers l'abstraction plastique qu'il y a chez Fleischer. Alors l'idée du split screen, de l'écran découpé comme ça en petits écrans, il l'aurait eu lors de la visite d'une exposition à Montréal en 67, où il y avait la première démonstration, paraît-il, de l'IMAX, écran géant, l'IMAX, et donc l'écran était morcelé. Il s'est dit mais ça serait pas mal pour un film, et c'est comme ça que l'idée serait née de morceler l'écran. Il y a aussi dans cette idée de morceler l'écran le passage presque de la figuration à l'abstraction, ou plutôt de la réalité à l'idée. C'est-à-dire qu'on passe d'un récit policier, d'un thriller ou d'un film de terreur, avec les victimes qui attendent d'être assassinées, à l'idée d'une communauté, d'une réflexion. Je trouve qu'il y a un moment absolument génial où on voit toutes les femmes, on voit des plans de femmes, une achète un pistolet, une autre ferme sa porte à double tour, elle met une chaise pour fermer le verrou, etc. Et là, il y a presque le sentiment, il y a presque une dimension, saisir quelque chose de collectif.
on est dans la sociologie. Donc là, forcément, on n'est plus dans le romanesque, on n'est plus dans la fiction, on n'est plus dans le drame, on est dans quelque chose, on est dans l'idée de saisir une société ou à un moment donné, ou une collectivité, une communauté, un moment. Et donc c'est purement le trajet qu'on voit, un trajet qui partirait d'un événement réel jusqu'à l'idée, quoi. Et ça, le film est exemplaire là-dessus. Et d'ailleurs, sur le multi-écran, ça crée des sensations diverses. Ça crée par moments des sensations de kaléidoscope furieux, mais il y a un moment donné où on voit, quand ils sortent le cadavre, le sac avec le cadavre, avec tous les figurants autour et les gens qui parlent, ça fait un effet documentaire. Alors que bizarrement, on est dans un écran complètement découpé. Il n'y a pas plus formel que ce qu'on regarde, et pourtant il y a une séquence où ça fait un effet quasi documentaire. Bien sûr, là, quand il y a les journalistes devant la maison, notamment il y en a un qui filme, il y a un caméraman, il a une caméra à réflexe. En fait, c'est la caméra du film. C'est-à-dire que il y a énormément de séquences qui sont filmées en caméra portée. Donc le film donne l'impression d'être à la fois extrêmement raide, structuré, et en même temps, il y a des techniques du documentaire qui sont utilisées par Fleischer et son chef-op. Et donc, voilà, ça c'est pour dire ça. Alors, sur l'idée des images subliminales, Friedkin, lorsqu'il en a parlé, il a cité Alain Resnais. Il dit, voilà, ça vient d'Alain Resnais, Hiroshima mon amour, il y a ces images comme ça subliminales, ces images on ne sait pas si c'est du passé, si c'est du présent, du futur, ou si c'est des images mentales qui ne correspondent pas à la réalité. Et il y a un critique qui avait vu ça, même s'il n'a pas aimé le film, c'était Mardor dans le Nouvel Obs, il a fait une petite notule, et il a dit, ça serait mieux si Alain Resnais avait fait le film. Donc, bon, mais en même temps, non, on est rendu hommage à Fleischer, parce que pour le coup, c'était quelque chose qui a été assez impensable dans un film de studio, mais c'était aussi une époque où les studios sont tellement désemparés par la crise, plus personne ne va au cinéma, on produit des films très chers qui ne marchent pas, etc. C'est un petit moment où ils ont admis un certain nombre d'expérimentations. Et Fleischer, il a profité de ça. Quand on voit Le Voyage fantastique, il tourne... C'est pas celui qui tourne avant, mais celui qui tourne un peu avant. C'est un film de science-fiction, beaucoup plus simple et léger que ça. Ouais, c'est un film complètement psychédélique, enfin, où là aussi, on est dans un univers totalement inventé, qui ne correspond plus à une réalité que le cinéma pourrait figurer, etc. Et donc, c'est une période où on pouvait faire ces expériences. Et tu as raison de le dire, c'est quelque chose qui va presque... L'apothéose de ça, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Où là, vraiment, on perd pied, et non seulement on perd pied tout à la fin du film, où on est dans l'abstraction plastique pure, mais surtout, on nous raconte une histoire incompréhensible. Enfin, et c'est pas grave, on y va quand même. Il y a là, c'est la force de la sensation aussi. La sensation devient un des éléments d'attraction du public, beaucoup plus peut-être que simplement la compréhension, le fait de reconnaître quelque chose, etc. C'est la sensation. Oui, tout à fait. Et le film, aujourd'hui, quand on le voit, c'est vraiment un film séminal. Hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment charnière entre le polar classique, sur base de flics de voyous, même s'il y avait plein d'autres films parallèles qui pouvaient être différents, mais enfin, il y avait comme une grande barge, il y avait la mafia, il y avait des films de gangsters, etc. Là, on bascule dans le polar très urbain, avec le sentiment que le mal grouille dans la ville, au niveau des petits individus, et ça annonce Frank Action, Cruising, ça annonce Friedkin, qui vraiment doit beaucoup à ce film. Puis cet aspect aussi d'explication de scènes entières sur les méthodes de police qui vont rebondir après sur Friedkin, puis après sur Michael Mann, voire sur Fincher. Enfin, je veux dire que le film annonce tout ce changement d'attitude vis-à-vis du polar, qui ne se pas juste une histoire de gentils contre les méchants, mais de choses beaucoup plus troubles avec des personnages beaucoup plus... Oui, il a une grande force, ce film, c'est qu'il est presque un peu décevant. C'est-à-dire que l'assassin, le présumé assassin, on ne le trouve que par hasard, et il y a toute une partie du film où en fait on a pitié pour lui. Enfin, il y a le film nous demande de la compassion pour ce type qui aurait tué 13 femmes entre 62 et 64. Alors, dans la réalité d'ailleurs, il n'est pas avéré qu'il ait commis tous les meurtres. Il y a même eu pendant longtemps une théorie qui disait que c'était pas lui. Qu'on avait arrêté un pauvre type, un schizophrène, qui a avoué puis ne se souvenait plus, etc. Et que donc, en fait, les meurtres n'auraient pas été commis par lui, ou pas tous par lui, puisque les victimes sont très différentes. C'est dit d'ailleurs dans le film, il y a des vieilles, des jeunes, des noirs, etc. Enfin, ça ne correspondait pas à un schéma qui serait celui d'un tueur en série, comment dire, qui suivrait une certaine logique.
Et donc il y a ce doute-là jusqu'à ce qu'on fasse des tests ADN et qu'on ait compris que, alors des tests ADN, lui meurt, en fait, le vrai assassin, il meurt en 73-74, il est poignardé dans sa chambre. On ne sait pas par qui, enfin voilà. Donc on a fait dans les années 2000 des tests ADN sur un de ses neveux. Test ADN, et on a comparé voilà, avec ce qui avait été prélevé. On a exhumé le cadavre de la dernière victime, et en fait, il semblerait que ça colle à peu près. Donc vous voyez, on est aussi dans quelque chose d'assez fou, mais c'est à la fois un polar, et puis c'est pas un polar, quoi. C'est-à-dire, il y a presque une dimension métaphysique. Moi, je trouve qu'il y a dans les films de Fleischer, comme Les flics ne dorment pas la nuit, qui a l'air d'être une chronique réaliste, mais en même temps, on est vraiment... C'est une réflexion sur le mal. C'est une réflexion sur quelque chose qui est diffus dans la société et qui surgit et qui ne rentre pas dans toutes les causalités psychologiques ou sociologiques qu'on connaît ou qu'on peut, avec lesquelles on peut réfléchir. Et donc ça, je trouve, le film, il est très 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 perturbant là-dessus. Et très gonflé, parce que c'est 4 ans numérique, parce que va savoir pourquoi il y a des serial killers qui marquent plus que d'autres. L'étrangleur de Boston a marqué, au point de devenir une icône pop culture, puisque Midnight Rambler des Stones, c'est une chanson qui prend l'étrangleur de Boston comme référent. Et c'est seulement 4 ans après les meurtres, et il se permet de faire un portrait empathique et émouvant, parce que on est ému par ce personnage. Fleischer est un humaniste de toute façon, et là il le prouve parce que, évidemment, c'est quand même très risqué d'aller sur ce terrain-là, sur quelqu'un qui a étranglé, mutilé, violé 13 personnes, violé. Alors il y a une chose qui est dite souvent dans le film, qui a été à la fois un objet de plaisanterie, même à l'époque déjà, et qui en même temps est une sorte d'énigme, c'est pourquoi les femmes lui ouvrent leurs portes. Et donc il y avait comme ça, l'idée que les femmes de Boston sont frustrées et que, voilà, elles cherchent un homme à tout prix, enfin, elles veulent se faire... Parce qu'en fait, le personnage, et ça explique la règle qu'il a à la main, qui sert à la fois à ouvrir les portes. En fait, le personnage, on pense qu'il n'a pas seulement tué 13 femmes, il en aurait violé d'autres. En se faisant passer pour quelqu'un, je crois que c'est Friedkin qui raconte ça, pour quelqu'un qui prenait des mesures, qui proposait à des femmes de devenir mannequins. Donc il se faisait inviter chez elle, il prenait des mesures avec un mètre, les seins, le bassin, etc. Et puis, parfois, il avait des rapports sexuels avec elle, sans violence même. Donc il y a eu une espèce comme ça de plaisanterie sur la frustration des femmes de Boston. Mais là aussi, c'est une espèce d'énigme assez étrange. Le fait que toutes les mesures que la société nous demande d'adopter pour notre propre sécurité, on le fasse pas, quoi. Comme s'il y avait un désir de mort, en fait. Il y a ainsi, le film effleure cette idée, il y a un désir de mort qui a une dimension sexuelle dans le film. C'est dingue, hein, quand même, parce que c'est un film assez audacieux pour son temps. Il est d'une violence incroyable, et je pense que le plan avec le ballet, on est en 68 à Hollywood, hein, et c'est un film produit par un grand studio. Je crois que là, quand même, c'est très 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 audacieux. Mais en fait, on peut mesurer, moi je trouve que c'est une bonne échelle pour mesurer pas la valeur, mais en tout cas de mesurer toujours sur un film la prise de risque du metteur en scène. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il risque ? Là, quand il joue le multi-écran, il peut perdre les spectateurs de l'époque complètement. Quand il fait des traits d'humour au milieu d'une histoire quand même assez sombre et sordide, il peut avoir un rejet très violent du public. Toutes les scènes de fin, quand il est dans cette pièce en blanc et avec Tony Curtis qui comprend qui il est, etc., il risque le ridicule absolu. Si ça ne marche pas, c'est grotesque. Et donc ce film, du début à la fin pour moi, est une prise de risque permanente. C'est-à-dire que tout ce qu'a tenté Fleischer, aussi bien en expérience graphique qu'en expérience romanesque, de passer d'un film de flic, on va dire, à un portrait empathique d'un tueur schizophrène, tout n'est que prise de risque. C'est-à-dire si ça ne marche pas, il est ridicule. Et ça, pour moi, ça force le respect, toujours. Et c'est une vraie échelle pour juger les films. Je pense que ce qui a convaincu la Fox de produire le film, c'est que le livre avait été un best-seller. Le livre a été beaucoup lu, et il avait même eu le prix Edgar Poe, tellement il était terrifiant. Mais après, voilà, c'est une logique aussi de studio. On prend le risque, si beaucoup de gens ont lu le livre,
Bah, beaucoup de gens iront voir le film, hein. Il y a cette idée-là qui est un peu simpliste, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc ça peut expliquer aussi qu'un grand studio ait produit un film aussi audacieux. Il y a l'idée qu'on aura au moins les lecteurs du livre, quoi. Et moi, je rêverais de savoir ce que Hitchcock a pensé du film s'il l'avait vu. Parce que son dernier film, c'était Kaleidoscope, ça s'appelait, je crois, le dernier film Hitchcock, qui était en chantier. C'est pas son dernier, mais c'est un projet qu'il a un projet qu'il avait, qu'il n'a pas pu faire, quoi. Et ce rapport, justement, de jouer sur le point de vue en multipliant les cadres, je serais vraiment très curieux de savoir ce que Hitchcock... Parce qu'il est certain que si Hitchcock avait découvert ce procédé, il aurait très bien pu le penser et l'utiliser, il va savoir. Mais ça serait intéressant de savoir, on ne saura jamais. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions Alors, je ne sais pas où sont les micros, c'est Rodolphe, je ne sais pas. Quand vous voulez. Hein. Ah, ouais. Des changements de lumière, un peu comme dans le film. Oui, moi j'ai deux questions. La première question, c'est sur les écrans morcelés. Est-ce que c'est la première fois qu'un cinéaste fait des écrans morcelés? Non, mais c'est la première fois qu'un cinéaste le fait comme ça. Il y a eu... Alors, l'écran morcelé, le split screen, c'est pas facile quand c'est pas du cinémascope, ou quand c'est pas un format rectangulaire. Mais il y en a eu un peu dans les années... Enfin, à l'époque où le cinéma était au format 1.37, c'était un format un peu carré. Il y en a dans certains films. Je ne sais pas si vous avez vu... Enfin, vous étiez là, sans doute, pendant la rétrospective Raoul Walsh, qui a eu lieu ici il y a quelques mois. Il y a, par exemple, dans Les Nuits et les Morts, 2 personnages qui se téléphonent et Walsh coupe l'écran. Vous voyez, il y a aussi ça dans Bye Bye Birdie de George Sidney. Enfin, c'est pas un procédé nouveau, mais de cette façon-là, oui, ça n'a jamais été fait. Ouais. Et d'ailleurs, par ailleurs, après, ça va être utilisé par des cinéastes, de façon comme Brian De Palma. Il y a même un film, un film très très bizarre qui date de 73, qui s'appelle Wicked Wicked, qui est une espèce de truc d'objet bizarroïde qui se présente comme après le relief et le cinémascope, la duovision. Et c'est un film qui est coupé en 2. Vous avez 2 écrans, et donc il y a une histoire de tueur en série, dans un hôtel, c'est une espèce de slasher avant la lettre. Et le film est bizarre, mais pour cela, il serait banal s'il n'y avait pas cette idée-là, parce qu'évidemment, vous ne savez jamais si toutes les images correspondent à la même ont le même degré de réalité, en fait. Vous savez pas, voilà. Et donc, voilà, il y a eu d'autres tentatives. Bien sûr, Robert Aldrich, l'ultimatum ils sont combien? 3 mercenaires, 4, je sais plus. L'ultimatum des 3 mercenaires, Twilight Last Gleaming, c'est un film où le split screen est utilisé, mais Fleischer a vraiment, avec ce film-là, été un des pionniers, quoi. Même si, au même moment, Norman Jewison utilise aussi le split screen pour l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen et Faye Dunaway, mais on peut dire que c'est fait de façon plus frivole. C'est un film un peu léger, un peu pop, un peu, etc. Et donc, je pense qu'il n'y a pas cette profondeur et cette dimension, cette volonté de passer de la figuration à l'abstraction qu'il y a dans le film de Fleischer. Et je pense que, quand on parle de film séminal, je pense que De Palma a été marqué par ce film, parce que The Sisters, ils commençaient à utiliser le split screen dans Phantom of the Paradise de la même façon, pour créer du suspense, pour créer des différences de point de vue, pour créer des attentes sur un des plans et de l'accélération sur l'autre. Je pense que c'est un film qui a marqué beaucoup de metteurs en scène en herbe. C'est-à-dire un autre cinéaste marqué par l'art moderne, puisque De Palma s'intéressait beaucoup à l'op art et à l'idée aux illusions, en fait. À l'idée que l'image n'est qu'une illusion et qu'on peut s'y tromper, etc. Je pense que c'est d'ailleurs pas la même démarche que Fleischer. Mais en tout cas, c'est 2 cinéastes qui sont, on va dire, branchés sur le développement de l'art moderne, quoi. Et alors, la deuxième question, qui n'a rien à voir, c'est sur la réalité de l'histoire du médium, enfin, qui est quand même assez hallucinant. Non, mais ils ont vraiment... Enfin, tout ça est vrai. C'est-à-dire qu'ils tâtonnaient tellement, là, qu'ils ont demandé à ce type, qui est un médium, qui passait à la télévision. Il était un peu connu. C'était une espèce donc, il faisait comme ça de la divination, qui devinait des trucs. Et donc, en désespoir de cause, ils ont demandé à ce type
de trouver quoi. Évidemment, il ne l'a pas trouvé. Il a quand même dirigé la police vers un mec, vers quelques suspects, pas très nets, donc on ne sait pas comment. Et ce type-là, on a refait appel à lui, alors je ne sais pas si c'est la police ou si c'est lui-même porté volontaire, au moment du meurtre de Sharon Tate, enfin de l'affaire Polanski, etc. Et en 69. Et là, il avait dit que en fait, les meurtres avaient eu lieu à la suite d'une messe noire qui avait mal tourné. Donc, c'est vous dire à quel point le type est un charlatan. Mais c'était aussi, vous regardez sur YouTube ou googlez son nom, il apparaît dans des émissions de télévision à l'époque. Donc c'est réel, c'est vrai, ça a eu lieu. Ce qui donne au film à la fois une dimension un peu humoristique, mais aussi une dimension un peu surnaturelle. Il y a aussi une dimension fantastique dans le film. Tiens, bah oui, pourquoi pas. Quand on pense que ce personnage qui devrait incarner la rationalité absolue, qui est le district attorney joué par Henry Fonda, se met à espérer. Ça veut dire à quel point on est, à quel niveau de désespoir on est pour qu'on puisse espérer que la vérité vienne de ce charlatan. Voilà. Mais c'est absolument authentique. Jusqu'à dire que on ne s'entend pas. Jusqu'à dire que le type qui... On n'entend pas. Jusqu'à dire que le type qui vient, je ne sais pas comment il s'appelle, qui arrive en retard et raconte sa vie, c'est quand même assez fou. Et là, il y a presque une dimension Twin Peaks pour moi. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de pré-Lynch dans cette espèce d'ironie qui traîne, ces bars interlopes avec des musiques jazzy, avec des personnages un peu troubles, et cette espèce de médium fantasque dont on ne sait pas s'il est en connexion avec la magie. Il y a quelque chose aussi de un peu lointain, mais pareil, j'aimerais bien savoir ce que Lynch pense de ce film, ça serait intéressant. Il y avait d'autres réactions? Oui. Oui. Oui, je voulais dire qu'il était aussi cette fois-ci, comme vous dites, à la limite, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où on peut vraiment tomber dans quelque chose où on ne se cramponnerait pas, à une banalité. Et il a une dimension artistique dans ce film que je trouve esthétique aussi. Par exemple, la beauté même du tueur. C'est à un moment... Pourtant, il s'en allait dire, l'acteur. Il filme, oui, mais il filme ses mains, il filme ses poignets de manière très esthétique et toute son approche aussi avec les acteurs, c'est ne pas focaliser sur un premier acteur, un premier rôle. Et à chaque fois, dans chaque film que j'ai vu, il donne la chance à tous. C'est-à-dire, ils ont tous un rôle. D'abord, ils sont excellents, les seconds rôles sont excellents, et il n'y a pas de premier rôle. Et on attend cet homme qui est le héros, enfin le héros malgré lui, et il n'est pas non plus le premier rôle. Et voilà, il est très généreux, et il y a encore une dimension sociale et bon, par rapport à la psychiatrie qui est toujours là chez lui. Et moi, je dirais pas Mondrian, mais Hopper. Je trouve qu'il y a des plans, notamment des policiers quand ils rentrent dans une scène d'atrocité comme ça, et où il y a vraiment un esthétisme incroyable, oui. Voilà, Picturalité, oui. Et aussi, moi, ça me fait penser à 200 froid. C'est-à-dire que Truman Capote, à l'époque, avait pris position de manière intellectuelle, enfin, en tant qu'intellectuel, sur ce drame. Et là, il y a ça aussi. On n'est plus dans du manichéisme du tout à l'américaine, et on est dans quelque chose de beaucoup plus réfléchi, ouvert, intellectuel, et ça m'a beaucoup fait penser à 200 froid, oui. Voilà, c'est un excellent film. Autre adaptation d'un fait divers. Merci. C'est juste pour revenir sur... Quelqu'un saurait si Stanley Kubrick a vu ce film, parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser à Orange Mécanique en voyant cet homme qui s'introduit dans les logements sous de faux prétextes. Mais ça m'a aussi fait penser à Clout, qui est sorti quelques années après, et voire même toute la fin m'a fait penser à THX 1138. Alors sur Orange Mécanique, comme c'est littéralement le livre, Orange Mécanique, le film est littéralement le livre. Enfin, j'ai adapté la ligne près. Je ne sais pas jusqu'où le film a eu une influence. Ce qui est marrant, c'est de noter les deux fins, moi je trouve, entre 2001 et ce film-là, qui sont deux films qui se finissent dans des pièces totalement blanches.
et de films qui sont sortis au même moment et qui sont dans la tête du personnage principal en quelque sorte. Il y a des parentés. Après, je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas, non, je sais pas si on l'a vu, mais... Peut-être, je voulais parler en tant que spectateur. Et quand j'ai vu les films dans Pas la nuit, la fin du film était tellement terrible pour moi que je n'ai pas eu le courage de rester au débat, que je suis partie, j'étais trop fatiguée. Alors que dans ce film, j'ai l'impression qu'on est ensemble avec, qu'on est les spectateurs, participent au film. Vous voyez, il n'y a pas cette violence du premier film. Moi, j'ai trouvé que c'était affreux qu'on tue le flic, c'était trop pour moi. Alors que là, au contraire, j'ai l'impression qu'on est ensemble, on chemine ensemble, on est très pris en considération. Et c'est vrai que ça me faisait penser à cette époque Foucault et tout ça. C'est donc une nouvelle façon de voir le flic, beaucoup plus douce. Et en même temps, ce qui est curieux avec Fleischer, c'est qu'il a réussi quand même à faire des films de studio en ayant, pas toujours, mais régulièrement, des films d'une noirceur infinie. C'est-à-dire Soleil Vert, celui-ci, Les films dans Pas la nuit. Il y en a beaucoup de désespoir. Beaucoup de films très sombres qu'il a réussi comme ça à passer en contrebande au cœur des studios quand même. Oui, donc moi je revois ce film que je n'avais pas vu depuis plusieurs années et bon, je l'adore toujours autant. Je trouve qu'avec Fleischer, il y a toujours ce qu'il a l'air de raconter et puis un peu du sous-texte. Et en l'occurrence, je trouve que ce film, il parle beaucoup du cinéma en fait, de l'essence du cinéma. Les split screen, c'est une façon d'aborder le point de vue, quoi, le choix. Parce que tous les films, c'est toujours des choix sur qu'est-ce qui est essentiel dans l'histoire, qu'est-ce qu'on doit raconter. Et je trouve que le film en parle beaucoup. Il parle beaucoup du point de vue, de qu'est-ce qu'on doit choisir pour raconter la bonne histoire, est-ce qu'on a raison de choisir tel ou tel plan, etc. Je trouve qu'il parle beaucoup de ça. Et il y a un plan que j'adore dans ce film, c'est la fin du générique, quand on passe la fin du générique au début de l'action. Pendant plusieurs fois dans le film, il s'amuse à casser l'image en plusieurs plans, mais lorsqu'on est à la fin du générique, la caméra se déplace pour contourner le hors-champ. Et ça, je trouve ça c'est un plan que j'adore, c'est vraiment absolument génial. Voilà. Bon, il y a plusieurs choses que je pourrais évoquer sur ce film, notamment que Fleischer, dans tous les films que j'ai vus, il s'attaque quand même à l'image de la famille. Il l'éborgne un peu. Quoi. La sacro-sainte famille américaine, et sans doute occidentale de façon générale, elle en prend quand même cher à chaque fois dans ses films. Et je trouve ça incroyable de découvrir le personnage principal. Doit être au moins à la moitié du film, quand tout d'un coup on découvre ce père de famille, tout ça. C'est un Américain normal puisqu'il pleure à la mort de Kennedy, donc c'est quelqu'un de normal. Non, mais le point de vue du public. Voilà, et sur le split screen, il y a des idées incroyables. Quand on voit ces vieilles dames qui ouvrent la porte et puis il y a une porte noire, et qu'on se dit mais c'est quoi ce truc? On se dit ah oui non, c'est la porte qui ne s'ouvre pas. Et on fait nous le chemin. Et la seconde fois, il refait le coup la porte noire, on dit bon, ça il l'a fait, je calcule pas, et je reste là-dessus, et quand ils ouvrent la porte, on voit les pieds, et on se dit, et alors qu'ils étaient là depuis le début, mais qu'on ne les a pas vus, parce que la lumière n'a pas fait. Donc il y a quand même, il va très très loin sur la cécité des gens, les gens, il y a plein de choses qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne veulent pas voir, et bon, le film il parle aussi de ça, mais je trouve qu'il parle beaucoup aussi de l'essence du cinéma, c'est assez passionnant, quoi, tout ce qu'il raconte. Et je rebondis sur ce que disait un autre spectateur tout à l'heure, la fin du film, c'est vraiment le cœur de THX 138 voilà. Oui, c'est le plan blanc. Bonjour. Je vais pas trop parler en public, mais bon, je vais faire un effort. Merci de passer tous ces films de Fleischer, et puis merci à vos interventions qui sont toujours très intéressantes. Je voulais juste revenir sur la question que posait Nicolas Boukrieff sur ce que Hitchcock pensait de ce film. Il me semble, si ma mémoire est bonne, mais je peux me tromper, donc c'est à vérifier, que dans le volume Hitchcock-Truffaut, Hitchcock on dit énormément de mal et de manière assez méprisante. Mais le contraire eût été étonnant. Tout à fait, donc je ne sais pas de dire qu'il le pensait, parce qu'à peu près au même moment, il dit énormément de mal
de Fritz Lang et de Ed Le Maudit, mais ce qu'il raconte est assez méprisant, encore une fois. Et vous êtes le seul sur les tueurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la fin de ce film, c'est l'inverse de la fin de Psychose. Puisque la fin de Psychose, Norman Bates est totalement devenu sa mère, alors qu'à la fin de ce film, le personnage est totalement devenu lui-même conscient de sa schizophrénie. Et les deux étant dans une pièce d'HP, donc... Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau film. Je voudrais revenir 3 secondes sur la question de la motivation des femmes qui ouvrent bêtement cette fameuse porte. Donc, vous avez soulevé le point. Et moi, j'ai l'impression que Richard Fleischer donne la réponse dans le film. Et il oppose avec beaucoup de finesse les deux points de vue. Les policiers qui disent ah bah oui, qu'est-ce qu'elles sont bêtes. Ou alors peut-être qu'est-ce qu'elles sont frustrées. Elles ouvrent la porte alors qu'on leur a bien dit de ne pas le faire. Et Richard Fleischer donne la réponse, il montre parfaitement bien pourquoi ces femmes ouvrent la porte. D'abord, le tueur les trompe en faisant semblant de s'éloigner, donc il ne montre aucune avidité, aucune cupidité d'aucune sorte, donc elles sont totalement flouées. Et deuxièmement, ces pauvres femmes, et ça c'est tout à fait bouleversant, elles obéissent à une motivation domestique et pragmatique. Voilà, c'est extrêmement important pour une femme, pour une maîtresse de maison, que les fuites soient rapidement réparées et que toute la maison soit rapidement remise à neuf. On mépris de toute prudence, mais vous avez absolument raison. C'est très touchant. Et doublé aussi de quelque chose qu'il y a souvent chez Fleischer, qui est quand même la conscience des rapports de classe et des classes sociales, oui. Qui fait qu'on sent bien, d'ailleurs comme dans l'étrangleur de Hilton Place, où c'est très prégnant, que ça se passe quand même chez les pauvres, et que du coup, cette femme, si elle ne dit non au gars qui doit réparer la tuyauterie, il ne reviendra jamais. Absolument, c'est ça. Donc il y a aussi cette dimension, il joue là-dessus, il ne va pas tuer des riches, il va tuer des pauvres. Il y a une interview de l'actrice qui survit, enfin de l'actrice qui joue le personnage qui survit, Sally Kellerman, qui à un moment donné, elle repasse. Vous savez, en fait, elle a dit qu'elle n'avait jamais repassé de sa vie, quoi. Il a fallu qu'elle apprenne pour le film. Donc ça va absolument dans votre sens. Oui, il y a un côté... Et elle dit qu'elle n'aime pas repasser. Voilà. Encore des questions, des réactions? Merci. Alors j'ai dû découvrir aussi l'étrangleur de Boston, je pense, au même moment. Donc à l'époque des dossiers. Mais il y a quelque chose qui m'a paru évident, c'est l'inspiration qu'a pu en avoir Fincher, je trouve. Je pensais surtout à Zodiac. Justement dans cette espèce d'exploration du mal, de cette fascination du mal, et puis de ces plans de pièces qui sont vides, qu'on trouve à la fin. Je pensais en l'occurrence à sa série qui s'appelle Mindhunter, qui est assez inspirée à mon avis de cette deuxième partie du film. La dimension labyrinthique chez Fincher, elle est souvent narrative. Et là, elle est visuelle, en fait. Mais il y a cette idée de retrouver son chemin dans une réalité confuse. Et ça, c'est vrai que c'est un peu commun de cinéastes. Et ce qui empêche souvent l'identification, c'est pas des films Zodiac, on n'est pas sûr d'avoir trouvé l'assassin, on le trouve pas. Ici, on est quand même assez déçus, il n'y a rien de spectaculaire, etc. Donc, il y a vraiment, c'est des films, c'est pas des polars, c'est des surpolars, quoi. On est au-delà du genre, comme quoi la notion de genre est une notion très limitée pour comprendre les films, en fait. S'il n'y a plus de réactions, de questions, on va s'arrêter. Ah, une? Alors encore une, mais voilà. Moi, j'en profite. Juste, Nicolas, parce que là, on parle de tueur en série. Ressort bientôt en salle Le Voyeur, qui est aussi un grand film. Voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais. Comme tout le monde, j'imagine. Je vais faire comme tout le monde, bien sûr. Ça a été un film. Et là aussi, un film qui a un destin terrible, puisque c'est un film qui est passé, qui a été un massacre, et puis après, tu es réévalué. Donc, voilà.
En tout cas, c'est bien de voir une salle pleine pour Fleischer parce que c'est un cinéaste qui pendant longtemps... Essentiel, absolument. Alors tout à l'heure, il y a les Vikings à 18h30, donc si vous voilà, film d'aventure shakespearien et névrosé, on est à la fin des années 50 formidable, et à 20h ou 20h15, Les Complices de la Dernière Chance, The Last Run, qui est un film qui est moins connu, qui est un film noir mélancolique absolument formidable. Merci Nicolas, merci à Nicolas. Il va avoir dont le prochain film va sortir bientôt. Voilà, merci.